Moi, je suis Monica Sividini, je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi et un de mes domaines de recherche, c'est la supervision pédagogique. Et je vais partager cet atelier avec Sabin Fortin. Nous avons pensé, la question de la supervision pédagogique, c'est quelque chose de très controversé. Bon, au moins dans la littérature, au moins dans les discussions, on parle beaucoup de supervision pédagogique et parfois on se demande qu'est-ce que c'est la supervision pédagogique. Comme on a peu de temps, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui quelques modèles qui existent dans la littérature ou qui sont appliqués dans d'autres pays, ailleurs au Québec surtout, parce que la question de la supervision pédagogique, il est plus travaillé ou plus utilisé en tant que supervision pédagogique, surtout dans les pays de langue anglo-saxonne. Et elle a été toujours teintée ou toujours discutée parce que est-ce qu'on fait la supervision, est-ce qu'on fait l'évaluation. La question de l'évaluation, c'est une trame qui est toujours présente à travers les actions de supervision. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de vous présenter quelques modèles qui existent déjà et qui pourraient nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la supervision pédagogique ou comment on l'utilise, on l'a utilisé même. J'ai décidé alors de présenter la supervision pédagogique comme un continu. Un continu qui peut aller de ce qu'on peut appeler une relation d'aide à ce qu'on peut appeler une évaluation de la performance, dans le sens très strict d'évaluation de la performance et que même dans certains modèles implique que si on n'est pas bien évalué, on perd le poste. Donc, dans ce continu aussi, on va situer du côté de la relation d'aide la personne qui nous intéresse le plus, la personne à qui on va donner plus d'attention, c'est l'enseignant. Par contre, dans l'évaluation de la performance, ce qui va peser dans la balance, c'est la question de l'établissement scolaire. Donc, dans ce continu, on va situer plusieurs modèles. Le premier modèle, c'est un modèle qui a été créé. Quand on parle de modèle, c'est-à-dire c'est des choses qui n'existent pas telles qu'elles sont dans la réalité. C'est des choses qui ils ont été créées, c'est des représentations de la réalité. Donc ça, à l'état pur, on ne va pas trouver ça, ou peut-être on va trouver un exemple, etc., mais il n'existe pas tel que... Donc, le premier modèle que j'ai décidé de vous présenter, il y en a beaucoup plus que ça, et autour de chaque modèle, il y a toute une sorte de déclination de ce modèle. C'est le modèle de Pohan, donc, il dit la supervision pédagogique, elle est les deux choses. C'est une relation d'aide et c'est une évaluation de la performance. Alors, Pohan dit que la relation d'aide, ça peut nous aider, ou peut aider les enseignants à que cet enseignant soit plus efficace. Aussi, quand on parle d'évaluation de la performance, l'emphase, il est mis dans la question d'identifier, et je l'ai mis entre guillemets, parce que quand il parle de ça, l'évaluation s'est faite pour identifier les faiblesses qui ont les enseignants. C'est-à-dire que quand un superviseur va dans une classe pour observer un enseignant, son but est voir quelles sont les faiblesses qu'ils ont ces enseignants, et à partir de ces faiblesses, bon, il fera son évaluation, son rapport, et un jour, l'enseignant, peut-être qu'il pourrait s'améliorer à partir de cette relation d'aide qu'il peut lui donner. Ça, c'est un modèle. Il y a un autre modèle, le modèle de Sergiovani et Starat. Ce modèle se développe aussi sur un continu. Mais au lieu d'avoir juste 2 pôles dans le continu, on va avoir 3. Mais la question de l'évaluation est présente aussi dans le continu de la supervision. Alors, ces auteurs, ils nous disent
Quand il y a du côté de la relation d'aide, nous, ce qu'on va proposer, c'est une évaluation formative. Ce qu'on vous propose pour vous aider. Cette évaluation formative va se développer pendant toute la période où l'enseignant est en poste, soit pour un nouveau enseignant, soit pour des enseignants d'expérience. Vous savez que dans les pays, surtout aux États-Unis, la question, l'enseignement, c'est pas une profession, il y a des évaluations qui permettent à l'enseignant de continuer à enseigner dans la même école ou dans la même district scolaire. Ils sont évalués à chaque année ou chaque 2 ans pour vérifier la qualité de leurs enseignements. Donc, il y a des enseignants aussi qui évaluent ça et quand ils ont un pointage plus haut, ils peuvent peut-être demander et aller à une autre commission scolaire. Donc l'évaluation est toujours présente. C'est pour ça que dans tous ces modèles de supervision, ils sont teintés d'évaluation en plus de supervision. Mais dans ce modèle de Ser Giovanni, l'idée c'est de réaliser une évaluation formative qui se développe pendant toute la période scolaire, par exemple toute l'année scolaire. Il y a à certains moments de l'année scolaire une évaluation sommative qui nous permet d'avoir des éléments pour savoir où est-ce qu'on est. Et à la fin de la période, il y a une évaluation administrative. La première question sert, selon ce modèle, selon les auteurs de ce modèle, à aider l'enseignant à s'améliorer. Mais les autres évaluations qui sont périodiques, ils sont fondamentales pour le développement de l'organisation scolaire. Donc, elles sont périodiques et ça nous permet de prendre des décisions. Par exemple, on peut dire à l'enseignant, ça ne nous intéresse pas que vous continuez l'année prochaine dans notre école. C'est le modèle de Margaret Hunter. C'est elle qui a causé tous les problèmes de si on discute d'évaluation et supervision. Ça, c'est mon avis, que je dis que c'est elle qui a causé tous les problèmes. Margaret Hunter, il dit, il n'y a pas de relation d'aide seulement de relation d'aide à la supervision pédagogique. Toute relation d'aide doit finir par une évaluation. Il n'y a pas de supervision pédagogique s'il n'y a pas d'évaluation. Il ne peut pas en avoir. Ça, c'est son modèle à elle. Et c'est la direction d'établissement qui doit toujours développer la supervision pédagogique. Il ne peut pas avoir d'autres personnes qui développent la supervision pédagogique. Et le but de son modèle, c'est d'assurer le processus et l'efficacité du processus d'enseignement face aux élèves. Mais pourquoi je dis que c'est elle qui a chamboulé tout le monde? Parce que son modèle s'appelle, je suis coincée ici, s'appelle supervision clinique. Donc, quand on parle de supervision clinique, et si vous avez entendu déjà parler de supervision clinique, c'est un peu ce qui se fait avec les stagiaires. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a une évaluation, ce n'est pas un modèle qui ne met pas l'accent sur la relation d'aide. Mais pour Margaret Hunter, c'est supervision clinique, mais on ne peut pas s'en passer de l'évaluation. Après, il y a un autre modèle, je vous présente la contrepartie, qui est antérieure à Margaret Hunter et qui vient justement de cette révision de la supervision pour qu'elle soit vue comme un modèle clinique. Tout ce qui est évaluation de la performance, c'est effacé. Ce n'est pas important dans un processus de supervision. Ce modèle, il nous dit qu'est-ce qu'il doit faire en supervision pédagogique. On doit développer des savoirs et on doit surtout mettre l'accent sur ce que sont les préoccupations de l'enseignant. Et ce qu'il y a, et la critique, ce qu'ils disent, en fonction de développer les savoirs de l'enseignant et les préoccupations de l'enseignant, ça va jaillir sur l'organisation scolaire. Ça va permettre d'améliorer l'organisation scolaire. Parce que ils ont été critiqués dans le sens de dire que si on se préoccupait seulement de l'enseignant, on laissait de côté un autre élément important de l'équation qui était l'organisation scolaire. Donc ça c'est le modèle de Boyan et Copeland.
Je vous présente un autre modèle qui est un modèle très utilisé actuellement aux États-Unis, aussi en Australie, et c'est le modèle de Glickman. Glickman vient de la supervision clinique. Il suit cette vague ou cette ligne de pensée, mais il ajoute quelques éléments importants et surtout qui critique le modèle de Margaret Hunt. Il dit, oui, on va se préoccuper de l'enseignant, mais ce qu'on va se préoccuper surtout, c'est de l'efficacité de l'enseignement, mais sans laisser de côté le développement individuel qui doit avoir chaque enseignant dans le développement de sa profession. Mais aussi, on ne peut pas oublier, et c'est pour ça qu'il y a la question de l'évaluation qui pour lui il est présente aussi, le développement organisationnel. Je vous ai présenté très rapidement ces modèles qui existent dans la réalité, un peu pour que vous fassiez une idée que c'est pas, il n'y a pas la dernière vérité, on ne peut pas acheter tout fait, qu'est-ce que c'est la supervision pédagogique, et justement ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ces modèles peuvent nous aider pour voir qu'il y a d'autres gens qui sont aussi plus ou moins en réflexion sur ces questions qui est très importante. Nous pensons que c'est une relation d'aide, qu'il faut mettre l'accent sur le développement professionnel, que ça doit servir à améliorer la pratique enseignante, mais qu'elle doit servir aussi à améliorer la réussite éducative des élèves et doit servir aussi à améliorer le climat de l'organisation scolaire. Donc, à partir de cette vision, nous prenons un engagement ou nous prenons comme modèle la question de la supervision pédagogique en tant que supervision clinique, mais pas dans la perspective de Margaret Hunter, sinon dans d'autres perspectives qui ont été mises à contribution par plusieurs essais. Et là, je vous présente quelque chose que vous connaissez très bien. Oui ou non? Vous l'avez déjà vu, c'est ça, quelque part? Donc, où est-ce que la supervision pédagogique peut nous aider ou va agir quand les actions dans les compétences de direction d'établissement? De notre point de vue, sur toutes les compétences, elle peut, comme je dis, jaillir la question de la supervision pédagogique, mais surtout quand on développe des actions de supervision pédagogique, on est préoccupé par ce groupe de compétences qu'on appelle la gestion des ressources humaines de l'établissement. Parce qu'on est préoccupé par le développement professionnel de nos enseignants. Donc, c'est sur ces compétences professionnelles que va agir surtout la supervision pédagogique. Comme je parlais tout à l'heure, la question de notre approche de la supervision pédagogique, il y a des stratégies de supervision. Et ces stratégies, quand on parle de stratégie, on parle d'une question qui est très à terre. Quand on parle de stratégie, ce qu'on développe dans la réalité, dans les écoles, dans notre organisation. Mais nous avons priorisé, comme je vous dis, les modèles cliniques. Là, j'ai mis quelques auteurs qui travaillent avec les modèles cliniques, que peut-être si vous avez travaillé en supervision des stagiaires, vous avez entendu parler. Parce que Hutchison et Gall, c'est des livres qui ont été traduits en français. Par contre, Nolan et Hoover, ça fait longtemps qu'ils travaillent dans la supervision pédagogique, ils révisitent leur manuel, ça fait longtemps, et la dernière mise à jour, c'est 2011, c'est juste en anglais. Mais j'ai retracé quels sont les éléments qu'on va mettre en contribution pour développer la supervision pédagogique et les différentes variantes ou les différentes questions qu'on peut regarder. Qui peut être un superviseur? De notre point de vue, ça peut être un directeur, ça peut être une direction adjointe, ça peut être un conseiller pédagogique et même peut y avoir d'autres personnes qui réalisent la supervision pédagogique. Qui fait les observations? Parce que vous savez que dans le modèle clinique, il y a toujours des observations en classe. Et qui peut faire les observations peuvent être planifiées. Donc, j'établis un contrat avec l'enseignant. Tel jour, telle heure, telle période, je vais aller t'observer. Peuvent être non planifiées, quand les différentes stratégies peuvent nous permettre ça.
Et une autre chose que je peux établir, c'est la durée des observations. Une observation peut durer toute une période, 2 périodes, toute une année, etc. Quel instrument d'observation on peut proposer? Nous connaissons très bien tous les référentiels des 12 compétences. Donc, ces guides, cet instrument d'observation peut nous être utile. Mais il y a aussi d'autres guides qu'on pourrait utiliser. Quelles sont les rencontres? Quel type de rencontres on établit ou on peut développer quand on fait la supervision pédagogique? Le plus courant sont des rencontres de pré-observation et des rencontres de post-observation. Et ce qui est important toujours quand on fait la supervision pédagogique, c'est laisser des traces. Si on ne laisse pas de traces, si on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ça ne va pas marcher le processus. Donc, comme quelques exemples de traces, les rapports écrits, les grilles d'observation, les portfolios. Et moi, j'ai mis l'exemple du Edu Portfolio justement parce que moi, je l'utilise, mais il y en a d'autres portfolios électroniques qu'on peut utiliser. Voyons quelques exemples de stratégies de supervision qu'on peut montre les multiples variations de ces éléments que je vous ai présentés, que j'ai décomposés ici de ce qui est la supervision pédagogique. Le premier que je vais vous montrer, c'est une stratégie qui semblerait de plus en plus connue. Ça s'appelle Walkthrough ou Learning Walk. Je n'ai pas osé faire la traduction en français, d'abord parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Vous avez vu ça. Et parce que je ne suis pas une traductrice, donc je l'ai mis entre guillemets en anglais. Et dans cette stratégie, il y a le superviseur en général, c'est le directeur d'établissement. L'observation qui se fait qu'on fait des enseignants, c'est une observation brève, non structurée, et il est observé dans sa classe, pas à l'extérieur de la classe. Il n'y a pas, le directeur arrive à l'improviste dans les classes, mais en général, ce qui s'établit pour les enseignants qui vont être supervisés, au début de l'année, le directeur présente ce qu'il va faire, c'est-à-dire que les gens sont avertis et sont d'accord pour que se développe cette stratégie de supervision. Donc, ils savent déjà qu'ils peuvent arriver dans la classe et passer 10 à 15 minutes. Et après, quand la période est terminée, il va passer, il établit une conversation, et je l'ai mis en guillemets parce que c'est un peu la traduction. Il n'y a pas une rencontre dans le sens formel de rencontre clinique, mais plutôt une conversation informelle sur ce qui s'est passé pendant l'observation qu'il a fait. Les avantages de cette stratégie, et ce que la littérature nous dit des avantages, c'est que ça permet au directeur d'établissement d'avoir une connaissance, de pouvoir se promener dans le couloir et voir avoir le pouls de ce qui se passe dans les écoles. Par contre, si il va observer, ça c'est ce qu'ils disent contre les autres types de supervision, des stratégies de supervision, s'il va jamais dans les cours ou s'il va juste une fois à l'année, il ne peut pas avoir le pouls de ce qui se passe dans les écoles. Une autre stratégie que je voudrais vous présenter, parce que c'est des stratégies qui ne sont pas aussi reconnues, disons, ça sort de l'ordinaire ou du classique de la supervision clinique, c'est la supervision par les pairs. Dans ce cas, c'est un peu, on pourrait dire, un genre de mentorat, et où le superviseur peut être un enseignant d'expérience, mais peut être aussi un directeur d'établissement. C'est un processus volontaire et confidentiel. Dans ce cas, il n'y a pas une obligation de supervision, c'est parce que deux personnes s'engagent dans ce processus. Il y a bien sûr l'observation en classe, et ça dépend de la diade, du superviseur et de l'enseignant d'expérience, qui peuvent
décider comment est-ce qu'ils vont faire ces observations, si c'est à l'improviste, si c'est une fois par année, si c'est quand j'ai le temps, etc. C'est à eux de décider. Et pendant ces rencontres, comme s'il s'agit de deux enseignants, mais il y a un qui a surtout un peu plus d'expérience, et ils vont partager des expériences, ils vont partager des expertises. Ça peut arriver aussi, ça je le mets comme une variation, que c'est juste une question de vouloir améliorer leur pratique. Donc dans ce cas, ils vont décider comment est-ce qu'ils veulent le faire, mais ce n'est pas un processus de supervision. Il y a aussi, et ça c'est très intéressant, qui se développe beaucoup, et c'est les groupes de co-développement. C'est certain qu'en tant que directeur d'établissement, vous avez participé au moins une fois où vous avez entendu parler des groupes de co-développement. Ces groupes de co-développement, moi j'ai ajouté deux formules que nous utilisons beaucoup dans les commissions scolaires, les trois commissions scolaires de Saguenay. Le co-développement accompagné, c'est-à-dire le groupe de co-développement, normalement, est un groupe constitué par des pairs, c'est-à-dire il n'y a aucune hiérarchisation dans le groupe. Il n'y a aucune personne, tout le monde a plus ou moins la même expérience en tant que fonction, disons. Mais dans le groupe de co-développement accompagné, nous proposons un chercheur ou un expert qui connaît un peu plus certains aspects, qui pourraient accompagner le groupe et donner leur point de vue sur ce que les praticiens sont en train de discuter. Nous utilisons ça beaucoup pour la formation des enseignants associés et jusqu'à maintenant, ça a donné beaucoup de résultats. Et une autre variation de groupe de co-développement accompagné, c'est le groupe de discussion accompagné, que c'est ce que je vous ai proposé pour travailler aujourd'hui et qu'on va voir, parce que ce n'est pas exactement les mêmes caractéristiques qu'on peut regarder. C'est un groupe de discussion, mais avec la présence d'un expert. Donc, dans ce cas, les experts, au moins entre guillemets, on va être Sabin et moi. Donc là, je vais m'arrêter et je vais céder la parole à Sabin, qui va vous présenter notre exemple, donc, la recherche-action. Alors, bonjour tout le monde. Je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure que la raison pour laquelle je me suis mis à travailler sur la supervision pédagogique, c'est en lien avec mes fonctions de directeur des ressources humaines. Ça fait 3 ans et un peu plus là, que je suis en poste à l'Abbé James. Et vous comprenez qu'en arrivant en poste la première année, faire un tour de roue, les gestionnaires, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Alors, on réussit à apprendre un peu comment ça fonctionne, puis on sauve les meubles. Les années suivantes, bien, on commence à développer un peu plus. Et à mon arrivée en fonction, on avait beaucoup de problèmes de recrutement de personnel au niveau de l'Abbé James. Quand je parle de l'Abbé James, pour vous situer, là, c'est pas l'extrême nord du Québec, c'est les localités de Chapais, Chibougamau, Matagami, Lebel-sur-Quivillon, Val-Paradis et Radisson, qui est notre localité la plus au nord. Alors, au début, on avait plusieurs difficultés à recruter des enseignants légalement qualifiés dans nos écoles. Alors, on a mis des mécanismes en place pour s'assurer que ces enseignants-là étaient en mesure de venir travailler chez nous et d'offrir un enseignement à nos élèves de qualité. Lorsqu'on a réussi à trouver des moyens pour combler là, cette problématique-là, après ça, on est venu à se dire, bien, écoute, au niveau de notre équipe de gestion, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces jeunes enseignants-là qui arrivent chez nous et dans un contexte qui est très particulier, il ne faut pas le mentionner. J'ai choisi de vous expliquer un peu le contexte de ma commission scolaire. Alors, vous devez savoir que le territoire est immense. Pour moi, c'est moins loin de Chibougamau venir à Montréal que d'aller à Radisson en voiture. Il y a 1000 km entre Chibougamau et Radisson. Donc, la petite école de Radisson de 25 élèves, là-bas, primaire, secondaire confondus, ont besoin pour ces enseignants d'accompagnement et de support. Il y a de plus grosses écoles dans les autres secteurs qui, eux aussi, ont besoin de soutien, mais je pense que l'exemple est facile à illustrer. Alors, c'est vraiment entre le 49e et le 50e parallèle. Nous avons 12 écoles primaires secondaires et le total de tous ces élèves-là, c'est un peu moins de 2000 élèves. Il y a seulement 2 des écoles où il y a 10 enseignants réguliers et plus. Alors, vous comprenez que ce sont de toutes petites équipes écoles. Alors, dans le contexte d'insertion professionnelle, de l'accompagnement par un mentor, vous comprenez, est-ce que vous voyez venir là, les difficultés qu'on peut rencontrer chez nous?
On a, dans les 6 dernières années, là, il y a an et année dans la même phrase, désolé, là, dans les 6 dernières années, nous avons recruté 51 nouveaux enseignants qui ont obtenu des postes réguliers sur nos 131 enseignants réguliers. Alors, ça vous démontre, encore une fois, que nos enseignants en poste n'ont pas tous beaucoup d'expérience. 10 de ces 51 enseignants-là ont déjà quitté la commission scolaire. Alors, vous voyez qu'on est en recherche de moyens pour supporter les enseignants pour leur développement des compétences professionnelles, mais aussi de trouver des moyens pour les retenir chez nous, donc en lien avec la rétention du personnel. Lorsqu'on s'est mis à faire des recherches avec notre équipe de gestion, vous avez vu que c'est une recherche-action que je fais présentement. C'est en lien avec les besoins de mon organisation, puis les besoins qui me sont manifestés par les directions d'établissement chez nous, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux supporter les enseignants qui arrivent chez nous, pour les garder plus longtemps, puis en plus de ça, pour en faire de meilleurs enseignants chez nous, donc développer les compétences professionnelles que vous avez vues tout à l'heure. Alors, on a vu que dans les politiques des commissions scolaires, un peu partout, le mentorat est souvent privilégié. Mais dans le contexte où je vous parlais tout à l'heure, où on a 10 enseignants dans une école, je vous montrais qu'il y a environ 40 de ces enseignants-là qui ont moins de 6 ans d'expérience. Dans les quelques enseignants qui restent, combien d'entre eux ont l'intérêt ou les aptitudes pour faire du mentorat? Alors, ça devient une problématique. Et le choix qu'on a fait chez nous, c'est de dire la supervision pédagogique, qui normalement pourrait être une entité différente de l'insertion professionnelle, pourrait être utilisée dans un contexte d'insertion professionnelle. Alors, ce que l'on a choisi de faire au niveau de nos écoles, vous voyez en bas au niveau des budgets et des ressources limitées, vous comprenez que quand j'ai une école où j'ai seulement 10 enseignants, c'est difficile de libérer un enseignant de sa tâche d'enseignement pour faire du mentorat, par exemple. On en a parlé longuement, puis on a eu des gens des équipes syndicales qui nous ont parlé ce matin qu'il y avait des difficultés au niveau des sous qui pourraient permettre des libérations, et ainsi de suite. Bien, on vit la même chose chez nous, puis je pense que c'est encore plus réel dans des petites écoles. Alors, à ce moment-là, nos ressources sont limitées et c'est plus difficile d'arriver à bien encadrer les enseignants. Alors, ce que l'on a choisi de faire comme équipe, et on est présentement en démarche, là, on n'a pas trouvé la recette miracle encore, mais ce que l'on est en train de faire présentement, c'est qu'avec les directions d'établissement, à tous les mois, on se réunit ensemble et on a d'abord essayé de développer ensemble un référentiel de connaissances en lien avec la supervision pédagogique. Alors, pour être capable de bien faire de la supervision, il fallait être capable aussi d'avoir un bassin de connaissances pour être en mesure de bien le faire. Alors, depuis déjà l'hiver dernier, depuis décembre, on se rencontre avec le comité de gestion, les directions d'établissement, à tous les mois environ pour étudier les nouveaux modèles, échanger sur des problématiques et aussi explorer des mises en situation. Alors, on peut avoir une mise en situation, par exemple, qu'est-ce qu'on ferait avec un nouvel enseignant qui arrive dans une école, qui éprouve telle difficulté en gestion de classe, par exemple, et comment on peut arriver autour d'une table à trouver des solutions pour bien supporter cette direction-là, qui, après ça, elle sera en mesure de retourner dans son milieu, puis d'être outillée pour être capable d'encadrer l'enseignant qui éprouve ces difficultés-là. Alors, présentement, on en est là dans notre démarche. Alors, on veut utiliser la supervision pédagogique comme un outil qui va nous faciliter l'insertion professionnelle de nos enseignants. Et par le fait même, on espère que ça va nous aider dans un contexte de rétention de personnel aussi à moyen ou à long terme. Alors, c'est comme ça. Puis alors, moi, dans mon contexte de recherche-action, bien sûr, j'espère à l'automne être en mesure de faire une certaine cueillette de données pour être en mesure de valider les éléments qu'on aura travaillés avec les directions d'établissement. Madame Trudel. Vous avez présenté, il y a comme une partie du problème qui vous échappe dans le sens, comme vous dites, vous avez 51 enseignants qui ont embauché, vous en avez 10 qui sont partis poursuivre. Donc, il y a des modèles, bien que l'insertion soit là. Est-ce que vous allez réfléchir, vous avez sûrement des pistes aussi pour... Parce que ça, c'est une problématique qui consiste le conjoint, le suivre ou aller le... Bon. Alors, il y a comme entre 25 et 30 de vos enseignants qui quittent, mais qui sont pas liés du tout à l'insertion professionnelle, mais à des facteurs extérieurs. Ça sera toujours quelque chose de difficile, j'imagine. Vous avez raison. Puis dans notre réflexion, initialement, on avait abordé le sujet dans un contexte de rétention. Mais on a développé des outils, par exemple, où on sonde les enseignants qui nous quittent pour apprendre à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous amène à quitter. Puis on est en train tranquillement de s'apercevoir que même si on les supporte bien, ces enseignants-là, qu'on les accompagne bien, qu'on va déneiger leur entrée, ces gens-là vont peut-être partir quand même. Alors, c'est pour ça que présentement, on profite, on continue en disant, écoute, si on n'est pas capable de tous les retenir, comment on peut aider ceux qui arrivent chez nous, ceux qui restent là, à développer leurs compétences professionnelles et devenir de meilleurs enseignants, puis par le fait même, offrir un meilleur service à nos élèves. Vraiment, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille présentement.
complément, il y a aussi des possibilités probablement de développer avec les partenaires socio-économiques pour embaucher des projets. Oui, tout à fait. Je ne veux pas qu'on focus sur la région du nord du Québec, mais oui. Bien, je vous dirais que présentement, il y a des organismes, les principaux employeurs de notre région se sont regroupés pour former des organismes de soutien, par exemple, en lien au logement, le gardiennage des enfants, placer le conjoint. Alors, quand moi, je vais chercher une enseignante, je suis mis rapidement en contact avec les principaux employeurs de la région pour être capable de leur trouver un emploi. Fait que oui, il y a d'autres choses qu'on met en place là, parallèlement à ça. Oui, allez-y. Dans votre vision, le dernier élément que vous mentionnez, améliorer le climat de l'organisation. J'aimerais ça vous entendre que vous clarifiez un peu ce que vous entendez par climat de l'organisation. Puis là, j'entends aussi que les écoles sont petites, les équipes sont petites, donc la notion de climat peut-être... Je vais parler de qu'est-ce que je considère comme ça, et dans ce cas, je vais parler du leadership de la direction d'établissement. Parce que ça dépend du type de leadership qui s'exerce dans une organisation scolaire. Comment est-ce que j'ai envie, comme enseignant, de me lever tous les jours et aller travailler dans cette école parce que je me sens valorisée, parce que je sens que j'apprends, parce que je sens que je peux développer ma tâche dans un esprit, par exemple, de collaboration ou dans un esprit de communauté? Ou est-ce que je me lève tous les matins à reculons et là, parce que je ne veux pas, parce que mon directeur ne m'aime pas, parce qu'il ne m'encourage pas, je donne je caricature la question. Mais maintenir le climat de l'organisation, pour moi, c'est justement avoir une école qui soit capable d'être, qui a une bonne qualité de l'enseignement, dont les élèves réussissent leur parcours scolaire, mais aussi où leurs enseignants et même le personnel qui fait partie de l'organisation peut arriver à travailler en communauté tranquille, de bonne manière. Oui. J'essaie de voir le lien avec la supervision pédagogique. Mais parce que si, de mon point de vue, la supervision pédagogique, je pensais que vous vouliez que je clarifie non. La supervision pédagogique, par exemple, dans l'exemple de walkthrough, ça c'est une stratégie, je vais le prendre comme exemple parce que c'est une stratégie controversée. Donc, si le leadership du directeur, c'est un leadership communautaire, et les personnes, les enseignants qui sont dans cette organisation, le voient comme une relation, ils voient la supervision comme une relation d'aide. La question de circuler par les couloirs, de que les élèves voient le directeur qui est dans le couloir, qui le connaît ou qui le salue, etc., ça crée un climat d'organisation qui permet de bien travailler. Mais si le directeur a un leadership autoritaire, il arrive dans les classes pour évaluer l'efficacité ou pour trouver les faiblesses des enseignants, le climat de la supervision ne peut jamais améliorer le climat de l'organisation. En complément, le principal écueil que nous, on a vécu dans nos organisations par rapport à la supervision, ce n'était pas la supervision, c'était l'évaluation. Le climat de confiance, dont Mme Sividini vous a parlé tout à l'heure, est extrêmement important à développer. Si les gens ont l'impression que vous allez vous servir de cette supervision-là pour les évaluer puis les attendre dans le détour pour, vous comprenez ce que je veux dire, on a un problème. Fait que, si le climat de confiance et de collaboration est établi entre la direction d'école et son équipe, je pense que c'est gagnant et ça va être pour toute l'organisation. Mais un peu pour que vous... Qu'est-ce que vous vivez dans vos écoles? Qu'est-ce que vous arrive? Est-ce que vous faites la supervision pédagogique? Est-ce que vous avez des problèmes dans la réalisation de la supervision pédagogique? Moi, je suis responsable pour la formation scolaire de l'ADSR du programme d'insertion professionnelle. Je suis aussi directeur d'école, donc c'est un dossier. On a monté le programme il y a 2 ans, on est en train de perfectionner. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la partie supervision, c'est une chose. La supervision qui mène à une évaluation, c'est une chose de la part de la direction. La partie accompagnement, la difficulté, c'est d'insérer la partie accompagnement dans la partie supervision. Parce que, ultimement, quand moi je rentre dans une classe pour l'évaluer, parce que nous, on a l'obligation de l'évaluer, nos enseignants qui veulent accéder à la liste de priorité, quand je vais évaluer une enseignante, je rentre dans la classe, je lui dis, je vais être observé,
nécessairement, est-ce que cet enseignante-là, parce que là, on va discuter de points par rapport à des choses qu'elle a améliorées, est-ce que mon approche était invitante pour dire, ben là, Daniel, je vais aller à ton bureau, on va discuter de ce que tu m'as dit par rapport à la gestion de tâches. Exemple. On a trouvé que la tierce personne, le conseiller pédagogique qui est en accompagnement avec ces jeunes enseignantes-là, qui vient aider les enseignants. Elle se rappelle, si l'enseignante a besoin d'aide, la jeune enseignante va l'appeler et va venir la rencontrer. Donc, moi, je vais continuer à jouer mon rôle en supervision pédagogique, en sachant très bien que je vais devoir porter une évaluation à la fin. Mais il y a toujours une personne qui va pouvoir m'accompagner, qui va pouvoir accompagner cette jeune enseignante-là. Enfin, il y a une problématique au niveau de la supervision quand on parle d'évaluation. On a toujours la personne qui va porter un jugement. Est-ce que l'enseignante va être capable de venir me voir, Daniel, j'ai de la misère avec ma gestion de classe. Ça ne marche pas. Si elle fait cette démarche-là au mois d'octobre, elle sait très bien que moi, je vais porter un jugement à la fin de l'année sur la gestion de classe. Est-ce qu'elle ne vient pas biaiser mon jugement en partant? Fait que moi, dans ma tête, c'est pas clair, supervision et accompagnement. On va entendre quelques autres. Oui. Ben, dans le fond, je suis un peu du positif. Nous, à notre commission scolaire, je suis navigateur sur la rive-sud de Québec. Dans le fond, nous aussi, il faut avoir une évaluation pour entrer sur la liste de priorité. Donc, cette partie-là est quand même bien acceptée. Ça fait partie de notre entente locale et tout ça. Au-delà de ça, on dirait qu'une fois qu'on est embarqué sur la liste de priorité, on est assis à vie pour être professeur et on a plus amélioré et tout ça. En tout cas, c'est un peu la perception qu'on a des syndicats. Parce que quand on arrive pour faire de l'accompagnement ou la supervision pédagogique, à ce moment-là, c'est vu très négativement au niveau des syndicats. Et encore, puis il n'y a pas non plus nos enseignants à enlever cette image-là parce que c'est encore, ben, on veut te mettre dehors, puis on te montre un dossier, on ne te montre pas un dossier, on veut t'accompagner. Puis en tout cas, j'essaie de faire comprendre que partout ailleurs, l'évaluation fait partie intégrale de la gestion d'une entreprise, mais je pense qu'on a encore un bout à faire avant de changer vraiment la pensée, la culture des syndicats. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Les spécialistes en évaluation dans notre société sont les plus réfractaires à être évalués, c'est ça? Ben, c'est ça, dans le fond, mais en tout cas, pour nous, je sens vraiment que c'est... moi, je travaille aux ressources humaines, je ne suis pas sur le terrain, mais Marie-Pétis est directrice adjointe au secondaire. C'est un peu ce qu'on sent. À chaque fois qu'on essaie de dire, ben, cette personne-là, on sent une difficulté, on aimerait ça l'accompagner, puis tout ça. Ah non, là, ou ils nous appellent avec telle direction, suis telle enseignante, oui. Puis, c'est comme normal, mais c'est ça. Puis je trouve que le langage encore qui est véhiculé à nos enseignants, je ne sais pas si c'est le même partout, mais c'est encore, que l'évaluation égale négative. Quand on arrive pour implanter même la supervision pédagogique, on essaie de changer le mot, supervision pédagogique, accompagnement, mais ça a toujours un effet très négatif. Est-ce qu'il y a d'autres expériences dans la salle par rapport à ce que vous vivez? Oui. Oui, c'est sûr. Moi, je fais de la supervision pédagogique depuis 18 ans. Je suis directrice d'école depuis 18 ans. Et il est certain que je fais de la supervision pédagogique, puis que j'appelle ça accompagnement, j'appelle pas ça supervision pédagogique. C'est un choix de mots que j'ai fait. Et je sais pas pourquoi. On soupçonne. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'accompagne pas que les enseignants qui rencontrent des difficultés, j'accompagne les enseignants qui vont très bien. Et ça fait comme un effet intéressant au niveau du groupe. De reconnaissance. J'utilise l'accompagnement pour la reconnaissance. Il est certain que l'accompagnement me permet de voir des gens plus fragiles. Puis comme je suis directrice, c'est sûr que j'ai un rôle aussi disciplinaire. Mais il y a comme un balancement à un moment donné qui se fait quand tu accompagnes de façon plus positive les gens. La gestion disciplinaire que tu as à faire après, elle est pas moins lourde, mais elle est différente. Elle passe différemment. Mais elle reste toujours, c'est toujours une difficulté dans notre rôle de direction d'être toujours entre les deux. Mais je pense qu'il faut utiliser l'accompagnement pour valoriser les enseignants. C'est un cadre d'emploi qui a besoin beaucoup d'être valorisé. Genre ça, là, c'est pas évident, c'est vrai, on est dans un drôle de situation super. Effectivement, si à chaque fois qu'on fait de la supervision pédagogique, c'est parce qu'on sent que ça va mal, qu'il y a une évaluation négative qui est au bout,
c'est sûr que c'est pas très tentant pour l'enseignant de s'ouvrir et de faire partie prenante. Dans la culture, ça devrait changer. Ça devrait, en tout cas, moi je suis à la commission scolaire pédagogique pour ça, puis ça va être dans le profil des compétences des directions d'école. Donc, ça va être une attente signifiée aux directions d'école de faire de la supervision pédagogique pour tous les enseignants. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, il y a le côté de valorisation, ça c'est intéressant aussi, c'est tout le monde. C'est comme ça qu'on voit, puis il y a plusieurs portes d'entrée, comme direction, les portes d'entrée que je connais beaucoup, c'est les normes et modalités. Bon, on a écrit des normes, c'est bien, maintenant, comment je peux m'assurer que ça, c'est fait dans chacune des classes? Ben, je vais aller en classe, puis je vais poser des questions. Et là, surtout, les premières fois, les enseignants sont très mal à l'aise, mais après, ils sont très contents, puis en même temps, les bons enseignants sont contents qu'on s'occupe aussi de ceux qui étaient en amont, qui ont peut-être mal préparé leurs élèves pour leur classe. Alors, le mot se passe, puis en général, c'est apprécié. C'est sûr, la première fois, un peu plus stressant, mais il y a une relation de confiance qui se construit, en général, c'est apprécié par la suite. Et moi, je voulais dire, après, nous, on n'a pas non plus la solution magique, mais c'est tout un chemin. Les modèles que je vous ai présentés, ce sont des chemins qui se sont faits dans d'autres pays. Et qu'il y a certains qui ont décidé d'utiliser un ou l'autre, etc. Mais la question de l'évaluation est incorporée dans la culture scolaire. C'est-à-dire être enseignant signifie qu'à certaines périodes, je vais être évalué. Donc, comme madame disait, non, je ne sais pas si c'est le syndicat ou ce n'est pas le syndicat, ça je ne vais pas me prononcer dessus. Mais il y a aussi, associé à l'évaluation, le mot évaluation est associé à, comme il dit avant, négatif. Évaluation, c'est négatif. Et quand il vient me superviser, alors j'appelle le syndicat pour ne pas me faire monter un dossier où il y en a la peur de l'évaluation. Parce que peut-être ce n'est pas une culture de la supervision, ou une culture de l'accompagnement, ou une culture de l'évaluation. Mais juste une chose, la profession enseignante, c'est une profession en détresse actuellement. Ce n'est pas une profession qui est valorisée socialement. Ce n'est pas une profession, donc c'est une profession qu'il faut l'aider. Et il faut se doter des moyens pour aider et pour valoriser cette profession. Et de mon point de vue, moi, je commence ça avec mes étudiants. Peut-être que les prochains enseignants vont être plus ouverts à la question de l'évaluation, de la supervision. Mais il faut développer toute une culture. Et ce que vous faites, allez observer les enseignants qui vont bien, comme tu le fais, c'est déjà un pas en avant. En même temps, au niveau des parents, ça envoie un message aussi. Les enseignants peuvent se sentir soutenus. Mais moi, je suis allé dans toutes les classes. Puis oui, j'en ai 7 au même niveau. Je peux vous dire que le programme est fait. Ils ont chacun leur couleur, ça se peut. Mais il est fait partout, puis je peux vous le garantir. Fait que les gens qui veulent comparer, puis tout ça, non, la base est faite. Et une autre chose, dans un de vos modèles, vous mettiez la participation du CV. Je trouve que c'est un terrain glissant parce que lui, il n'est pas en rôle d'autorité, puis là, on veut que ça laisse des traces, puis là, ensuite, on incorpore trop souvent, là, on veut faire le bilan, puis on veut monter un dossier, puis là, ensuite, bon, c'est difficile de jouer le rôle d'aide, puis le rôle d'évaluateur en même temps. Pour la participation du CP, je trouvais ça un terrain très, très glissant. Oui, je vais vous raconter après une autre expérience. On vous écoute. Allez-y. La commission scolaire de la capitale, pour nous, on fait une nette distinction entre la supervision, l'évaluation et l'insertion. L'insertion s'est faite dans la conseillère pédagogique qui a mis ça en place et qui a été que des mentors, qu'on veut appeler aussi accompagnateurs. Et entre les accompagnateurs et les directions d'école, c'est l'étanchéité totale. Jamais un directeur va demander à l'accompagnateur, bon, ben écoute, il est allé à tel atelier, comment ça a été, comment ça a été. Pas du tout, on ne veut pas brûler nos mentors, on veut qu'il y ait un lien de confiance qui s'établit entre l'entouré et le mentor. Maintenant, la supervision, on voit ça comme un tout. Ça revient à la direction de l'école qui, bon, dans un premier temps, ce sont des petits jeunes de 8 ans, là, puis peut-être on fait ça pendant 5 ans, notre insertion professionnelle, c'est une chose. Par la suite, l'évaluation, bon, on va devoir faire l'évaluation pour l'inscription sur la liste de priorité. Nous, par la suite,
L'évaluation change, on appelle ça un bilan de compétences. Il y a toujours quelques observations, mais quand ça va bien, ça se fait super facilement et super, il y a moins d'observations et tout ça. La supervision, pour nous, c'est tout autre chose, c'est plus le développement professionnel. Là, Marie-Ève peut vous parler, parce que Marie-Ève est une direction d'école, moi je suis au service de ressources humaines, et là, Marie-Ève, on vous dire peut-être le modèle qu'elle utilise pour sa supervision professionnelle là, chez les enseignants, ça distingue des places d'évaluation ou encore de l'insertion. Okay. Moi, ce que je fais comme directrice d'école, c'est que je suis une minute à la minute, c'est ça, moi ce que je fais, c'est que pour que ce soit non menaçant pour les enseignants, c'est eux qui doivent me fournir l'ordre du jour. Donc, c'est eux qui décident des points qu'ils vont aborder avec moi. Et c'est eux qui décident du lieu. Tu sais, le prof d'éduc, là, je sais qu'il m'a déjà reçu dans son gymnase, mais c'était bleu. Après ça, leur cours, il y a un petit café dans son bureau. Tu sais, les gens. Donc, c'est eux qui choisissent un lieu où ils se sentent en confiance avec des points où ils se sentent là, à l'aise. Et après ça, moi, j'insère mes questions parce que j'ai une préparation comme direction derrière. Et moi, à travers ça, j'insère les points que je vais discuter au niveau du développement professionnel. C'est mes forces, moi, comme enseignante, des projets que j'ai faits cette année. Après ça, mes défis pour l'an prochain et à long terme. Et après ça, ce que j'apprécie, la raison pour laquelle là, je recommanderais cette école-là à tout le monde. Et mes irritants, là, des choses que si j'étais à la place de la direction, je changerais. Et moi, comme direction, après ça, quand je reprends ça, bien là, moi, je peux dire, oh, ça, c'est un irritant pour toi de ne pas avoir de budget, de telle affaire. Tu sais, des petites choses sur lesquelles on peut en enlever comme direction, des petits irritants comme ça, là, puis ça allège, puis tu vas focusser sur les forces de ces personnes-là, sur ces... Et après, ben, l'année d'après, ben, après ça, je ressors. Te rappelles-tu, l'an passé, tu as fait ça, tu t'étais ciblé tel défi, tu en es rendu où là-dedans, puis les gens, ils voient qu'ils ont évolué, puis ça les valorise. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. En collaboration. Oui, toujours. C'est non menaçant, c'est apprécié autant de part et d'autre. C'est vraiment, c'est du bonbon. Là. Comme direction d'école, c'est du bonbon. Un modèle comme le développement professionnel, accompagné au sein accompagnement, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites oui, en licence scolaire. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans une situation comme la question que vous avez soulevée tout à l'heure, où il faut passer de la supervision à l'évaluation? Comment vous procédez? Dans un deuxième. Ça, c'est vraiment à part. Puis ça, la supervision, je le fais autant avec les enseignants, le personnel de soutien, même la secrétaire, le concierge, tout le monde. Mais quand c'est le temps d'évaluer, là vraiment, je fixe à mon agenda avec eux un moment ou 2 ou 3 que je vais observer dans la classe avec la grille des compétences. Et là, on se rend compte après, vraiment, là, il y a une rencontre, comme ça se fait probablement ailleurs. Fait que c'est vraiment des choses vraiment séparées. Là où on va développer pédagogiquement et là où je vais aller dans la classe voir, toi comme enseignant, où tu te situes par rapport aux compétences. Ça n'est pas ma question, puis je reviens ce que M. a dit tantôt. Notre CP qui travaille à l'accompagnement ne laisse jamais de traces écrites. Et moi, comme responsable du dossier insertion professionnelle, lorsqu'on se parle, lorsque je parle avec la CP, on ne mentionne pas de nom d'école, on ne mentionne pas de nom d'enseignant. On parle de problématiques vécues, point final. Il y a un caractère très, très confidentiel et il n'y a pas de direction d'école donnée là-dedans. On s'échange de l'information, on essaie de s'entraider ensemble pour bonifier le programme d'un côté. Et de l'autre côté, ben, de dire, ben, on va essayer de construire quelque chose qui va être convivial. Mais moi, j'aime beaucoup votre approche. C'est gagnant. Moi, ça fait 3 ans que je le laissais. C'est un truc que j'ai pris de Jean Archambault. Après ça, il y a plusieurs formations que j'ai eues. J'ai ramassé ça, j'ai fait ma formule à moi. Puis j'adore ça, j'en ai. L'élément menaçant de la part de l'enseignant qui reçoit la direction en évaluation est toujours présent. C'est ça qu'on essaie de briser ce moule-là. Puis c'est pas évident. Là, je vais vous raconter très court une expérience australienne. Et comme ils avaient le problème de la direction menaçante, et il y avait le problème des conseillers pédagogiques qui voulaient pas juste les accompagner, ils ont décidé d'embaucher des coachs. Donc, c'est comme si la commission scolaire embauchait un groupe de personnes. Et ces personnes allaient dans les écoles pour faire la supervision pédagogique, et qui devait être évaluée en fin de l'âge. La plupart des pays, ils évaluent. Parce que la France, nous, je ne sais pas qui. Mais en général, au milieu anglophone, tout le monde évalue. Donc, ces coachs devaient aller dans les écoles. Ça a été vraiment une des expériences les plus désastreuses. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont allé chercher, ils disent, c'est
il n'y avait aucune possibilité d'établir un lien de confiance ni avec les directions, ni avec les enseignants, ni avec les élèves, parce que les gens apparaissaient comme j'étais en parachute à l'école, et là, ils faisaient la supervision 3, 4, aujourd'hui j'observe 5 ou 7, et ça a été vraiment une expérience. Je vous raconte pour que vous voyez que ce n'est pas juste ici qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Et justement, une des bases, c'est la relation de confiance. Nous, on n'a pas arrivé à développer une relation de confiance qui arrive jusqu'à l'évaluation. Fais-moi confiance, je suis en train de t'évaluer, et parce qu'en t'évaluant, tu vas t'améliorer. Ça, on n'a pas réussi. Ça. Mais... Est-ce que vous êtes tous directeurs d'école? Non. Non? Je pense que la différence entre l'évaluation et la supervision, quand vous dites on n'a pas trouvé le bon modèle, je pense qu'il y a une grande partie de l'humain là-dedans. Il y a des gens qui vont pouvoir faire l'un et l'autre avec une confiance de leur personnel très facilement, alors que d'autres ne pourront jamais le faire parce que les gens ne leur font pas confiance. Je pense qu'il y a une grande partie aussi de l'humain qui fait cette chose-là avec les gens, qui est difficile pour les uns et très facile pour les autres, là, je pense. Moi, j'avais juste un questionnement. Vous parliez tantôt du co-développement, on le voit beaucoup au niveau des directions, en tout cas au niveau des gestionnaires. Puis, je voulais savoir, est-ce que l'expérience ici, vous l'avez fait juste avec des enseignants de faire du co-développement? Moi, je le fais, la commission scolaire de Lac-Saint-Jean, la commission scolaire de Rive-des-Saguenay et la commission scolaire Pays de Bleuet. Et nous, on travaille avec des enseignants associés, en formation des enseignants associés. On a 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 groupes qui regroupent à peu près entre 8 et 12 enseignants. Et on se réunit 3 fois à peu près dans chaque par année. Donc, on n'a pas... Les enseignants ne sont pas libérés pour ça. Et les gens qui sont libérés pour ça, c'est les animateurs du groupe. Parce que nous, on fait partie, on a demandé un chantier 7. Donc, en fonction du chantier... Est-ce que vous connaissez ça? Non. Chantier 7, c'est un programme du gouvernement pour développer la formation des enseignants. Et ça se fait en partenariat entre les chercheurs et le milieu scolaire. Donc, à partir de ça, ça nous permet de libérer les enseignants associés qui participent avec nous dans le projet. C'est eux qui animent dans leur propre comité. C'est eux qui ont formé le groupe, c'est eux qui ont fait l'appel dans la commission scolaire, se sont organisés. Et nous, la seule chose qu'on fait, c'est nous, on va les accompagner. Et il y a des groupes que ça va être leur 4e année. Et c'est ces mêmes groupes qui ont dit, oui, l'école de développement, ça marche, etc., mais on voudrait changer un peu. C'est comme ça qu'on a proposé le groupe de discussion accompagné, parce qu'il y avait des thématiques particulières qu'eux voulaient discuter. Donc, l'autre co-développement, il y a un cas. C'est-à-dire, dans le co-développement, il y a un enseignant qui se présente volontaire pour présenter dans le cas des enseignants associés qu'est-ce qu'il est arrivé. J'ai commencé à l'utiliser, mais ça, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que j'ai fait la première rencontre, ça fait un mois, avec le superviseur universitaire pour la supervision des stagiaires. Donc, mais de mon point de vue, ça marche bien, ça marche très bien. Ça dépend aussi Si je peux renchérir sur le co-développement, je sais qu'il y a une expérience qu'une de mes collègues mène en adaptation scolaire où elle réunit son équipe d'enseignants et de personnel de soutien et de professionnels et se rencontrent de façon régulière pour justement discuter de problématiques de classe ou d'élèves, puis trouver des moyens ensemble. Donc, au lieu de dire, ben moi je m'occupe de la suspension, toi tu t'occupes de ça, on s'assoit, puis on se concerte, puis on détermine les meilleurs moyens à mettre en place et ça fonctionne très bien, très très bien.
pas l'équipe du plan d'intervention. C'est Non. vraiment à part. C'est vraiment à part. C'est C'est dans la même école. C'est dans une grosse école. oui. Donc, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui se rencontrent de façon régulière pour faire cet exercice. Très bien. Le gardien du temps vient de me dire qu'il nous reste 15 minutes. Moi, une petite chose que je voudrais vous relancer pour la fin, il semblerait que ce qu'il vous dit, c'est que les expériences qui sont comme, qui donnent des résultats, c'est quand on valorise quelque chose. Quand on va, pas par la négative, mais quand on va pour, et ça c'est comme un train qui part, donc on supervise les enseignants qui vont bien, on engage tous les enseignants dans une discussion, etc. Vous menez, ça c'est pas la même chose de supervision, ce que j'ai fait, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes confronté à des problèmes comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah, j'ai oublié une question du conseiller pédagogique. Oui. Dans le fond, c'est plus facile si on a dit quelque chose qui va bien quand on arrive avec la chose qui va moins bien. Si on n'a pas dit ces quatre choses-là avant qu'on arrive avec le premier sujet, la première fois de l'année, qu'on dit ça va pas bien, c'est sûr que la personne est moins encline à écouter puis à s'inventer. Mais est-ce que vous croyez que c'est important de développer des processus de supervision, disons de supervision, d'accompagnement? L'évaluation, on l'a pas, on l'a juste pour les enseignants, pour les nouveaux enseignants. Mais est-ce que vous pensez que c'est important pour la valorisation de la profession? J'ai posé une question. Moi, je pense que c'est très important parce que l'enseignant, pourquoi il a la difficulté avec l'évaluation? C'est parce qu'il s'évalue lui-même. Et souvent, quand il voit que ses élèves ne réussissent pas, c'est de sa faute à lui. Et l'estime de soi enseignante, c'est vrai qu'elle est en difficulté. Et je pense que quand on fait de l'accompagnement ou de la supervision, on va rehausser l'estime de l'enseignant. On a des rôles disciplinaires, des fois, ça arrive, mais il y a aussi tout ce rôle-là qu'on a aussi par rapport au regard que lui-même, l'enseignant, a sur sa pratique. Et si le regard qu'il a sur sa pratique, c'est quelque chose qui permet de la développer davantage, mais ce qui se passe en classe, ça va être, ça risque d'être intéressant pour l'élève, parce que c'est pour l'élève qu'on travaille aussi. Moi, votre question me fait penser à l'enseignant qui se place lui-même dans une posture d'apprentissage. Et je pense que ça, c'est nécessaire comme enseignant. On est toujours en train d'apprendre et de pouvoir se dépasser dans la mesure du possible. Alors, si l'enseignant est à l'aise dans ce processus-là, c'est qu'il accepte d'adopter une posture d'apprentissage. Donc, la modélisation, une fois en classe, est beaucoup plus explicite pour l'élève aussi. S'il voit son enseignant se développer lui-même, moi, je pense que c'est une belle inspiration pour l'élève en classe. Peut-être une dernière chose, ça donne aussi la voix. Il y a des enseignants qui ne se prononcent pas beaucoup en assemblée du personnel, qui sont plus effacés. Puis dans la supervision, l'accompagnement, peu importe, c'est du 1 à 1, puis là, ils vont s'ouvrir beaucoup plus. Puis des fois, on découvre des choses de ces personnes-là qui n'affichent pas beaucoup, mais qui sont très compétentes. Puis il y en a d'autres que c'est le contraire. Il y en a qui affichent beaucoup en réunion, mais on se rend compte, on va dans la classe, un peu de l'insécurité, puis mais ils ont des petites choses à travailler. Puis finalement, même eux apprennent à laisser de la place aux autres dans les réunions du personnel par la suite. Un peu parce que je regarde l'heure et on doit finir, il nous reste 5 minutes. Pour suivre un peu la méthodologie que je vous ai proposée, ça serait important que vous pouviez nous dire si vous avez appris quelque chose de cette rencontre. Une petite chose. Est-ce qu'on veut faire... Oui, allez-y. Moi, je me rends compte depuis ce matin que d'une commission scolaire à l'autre, on n'est pas du tout rendu à la même place. Pas du tout, pas du tout. Chez nous, c'est la première année où on commence à parler d'insertion. On est une petite commission scolaire. Et je me rends compte, je ne sais pas si ça va être la grosseur des commissions scolaires, mais j'ai vu ce matin les Patriotes, il y avait pas intéressant. Il y en a d'autres, vous, ça ressemble à chez nous. Je pense que nous aussi, la supervision, ou appelons ça comme on veut, là, ça se fait dans les 180 premiers jours d'enseignement de la personne pour atteindre la fameuse liste de priorité d'emploi. Ça veut dire que si ça vient faire un remplacement de 21 jours et plus dans mon école, je dois commencer le processus d'évaluation. Rien plus, je ne connais pas. Là,
Si au bout de quelques jours plus tard, la personne qui remplace revient, c'est quand on va aller dans une autre école pour un autre 21 jours et plus. Puis ça, au bout de 180 jours d'enseignement, là, le processus doit être fini. Puis c'est correct, c'est beau. On n'en fait plus, là. C'est fini, là. Et elle n'est même pas engagée encore à la commission scolaire. Après ça, on n'en fait plus. Parce qu'on a un syndicat fort. Peut-être que les ressources humaines ne sont pas assez forts, mais c'est eux autres qui mènent, là. Oui. Moi, je viens d'une grosse commission scolaire. Et nous, on a en fait de l'insertion professionnelle depuis quelques années. On fait aussi de la supervision pédagogique. Et la supervision pédagogique passe par l'analyse des résultats des élèves. Alors, on rencontre les profs avec leurs résultats et on analyse les résultats. Et là, on questionne, on leur propose de se regrouper par matière. Moi, je trouve secondaire. Alors là, ils se questionnent, pourquoi, parce que souvent, ils ne corrigent pas de la même façon, ils ne corrigent pas avec les mêmes critères, etc. Donc, on est en processus de réflexion beaucoup avec eux. Puis, on leur propose des formations, ils sont accompagnés par les conseillers pédagogiques. C'est sûr que il y a tout ça, moi, c'est quand même, j'ai 70 profs dans mon école. Alors, c'est sûr que j'en ai de tous les styles. J'en ai des excellents, j'en ai des pas bons. J'en ai qui se questionnent et j'en ai qui ne se questionnent pas. Mais il faut beaucoup utiliser ceux qui sont en développement, qui ont de l'ouverture pour un peu coacher les autres, accompagner ceux qui ont plus de difficultés, s'en servir comme modèle. Puis nous, on divise vraiment, tu sais, un enseignant qui commence, on fait de l'accompagnement, on lui propose, parce qu'il y a des formations de montée en commission scolaire, en gestion de classe, etc. On les oblige tous à y aller quand ils commencent en profession. Ça fait, tu sais, c'est un incontournable. Puis ensuite, là, on est conseiller pédagogique qui accompagne ceux qui éprouvent vraiment des difficultés. Mais ça reste en confidentialité, c'est pas mêlé à l'évaluation qui, elle, appartient aux directions. Vous avez sûrement un budget plus les petites commissions scolaires. On a un budget surmonté. Ouais. Puis on a une volonté parce que nous aussi, on a beaucoup non légalement qualifiés des gens parce qu'on a de la difficulté en recrutement, tout ça. Puis là, on est près de Montréal, mais bon. Fait qu'il a fallu se questionner parce que... Et en plus, je vous dis, ça a démarré parce qu'on a une grosse commission scolaire. On est dans un milieu, tu sais, aisé quand même, l'ensemble de nos écoles, et on avait de très, très mauvais résultats. Tu sais, au niveau du Québec, on était les avant-derniers. Alors, comment expliquer ça? On avait un syndicat très fort aussi, là, puis bon. Mais, tu sais, il y a toutes sortes de raisons, mais à un moment donné, il y a une volonté de la direction générale de dire, là, il faut se questionner sur nos résultats, et ça passe par les profs. Dernière intervention, oui. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que dans un dossier qui est complexe pour les directions, la supervision, c'est quand même un dispositif qui n'est pas facile à mener dans le travail des directions, mais j'entends des modèles qui marchent. J'entends des directions pour qui ça tient bien dans leur pratique. Le modèle de madame là, du côté de la région de Québec, c'est ça. Et puis, madame des Hautes-Rivières ici, il y a des pistes intéressantes qui, comme moi, ont fait avancer ma réflexion derrière la supervision pédagogique qui, chez nous, est un petit peu plus compliquée des patriotes. Même si au plan de l'insertion professionnelle, on pense qu'on a fait des grands pas, il reste que cette dimension-là est plus difficile, il y a de la résistance. Mais d'avoir entendu là, un peu des modèles qui marchent et aussi la motivation des directions derrière ces modèles-là, fort intéressant. Je pense que vous avez fait la réflexion. C'était le but de ce séminaire, un peu échanger, voir si c'est sûr qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui marchent aussi, donc on doit s'appuyer sur cela. Je vais dire quelque chose. Je vous remercie beaucoup. Passez à la deuxième séminaire.